Dans cette leçon, on va découvrir Live Migration. Mais avant d'implémenter cette fonctionnalité, on va présenter la Live Migration. L'un des principaux avantages de la virtualisation de serveurs, sinon l'avantage principal, est la possibilité de consolider plusieurs serveurs physiques en un seul serveur Hyper-V exécutant plusieurs machines virtuelles. Comme les ordinateurs virtuels s'exécutent tous sur la même plateforme matérielle virtualisée, il est facile de les déplacer vers différents hôtes Hyper-V à des fins d'équilibrage de la charge ou de tolérance aux pannes. Live Migration est une fonctionnalité Hyper-V qui permet de déplacer une machine virtuelle d'un hôte Hyper-V à un autre pendant son exécution et surtout sans interruption du service. Live Migration n'est pas une alternative à Hyper-V Replica qu'on va découvrir dans une prochaine leçon. Il ne déplace pas les fichiers de données de la machine virtuelle. Live Migration est conçu pour les environnements dans lesquels les machines virtuelles ont déjà accès au stockage de données partagées. Ce qui est migré, c'est l'état du système et le contenu de la mémoire vive. Si par exemple un failover cluster Hyper-V exécute un serveur web et que les nœuds du cluster accèdent tous à la même baie de stockage contenant les fichiers du site web, Live Migration peut déplacer une machine virtuelle d'un hôte Hyper-V à un autre sans interrompre les transactions clients en cours. Conçu à l'origine pour une utilisation sur des failover clusters avec des sous-systèmes de stockage partagé physique, Live Migration dans Windows Server 2016 peut désormais fonctionner avec des systèmes non mis en cluster, des systèmes dans différents domaines ou aucun domaine et des systèmes utilisant presque tout type de stockage partagé, physique ou virtuel. Une live migration typique d'une machine virtuelle se déroule comme suit. Le serveur source établit une connexion avec le serveur de destination, crée une machine virtuelle non peuplée et confirme qu'il dispose des ressources pour recréer la machine virtuelle source, notamment une mémoire suffisante et un accès au stockage partagé contenant les fichiers de la machine virtuelle. La destination alloue de la mémoire et d'autres ressources à la nouvelle machine virtuelle, essentiellement en recréant la configuration matérielle virtuelle de la nouvelle machine virtuelle. Le serveur source commence à transmettre les pages de mémoire de la machine virtuelle à la machine virtuelle de destination. La machine virtuelle source fonctionne toujours à ce stade, desservant les clients de la manière habituelle. Cependant, au fur et à mesure du transfert de la mémoire, Hyper-V sur le serveur source commence à marquer les pages de sa mémoire qui ont changé depuis le début du transfert. Une fois le transfert de mémoire initial terminé, le processus reprend et le serveur source transfère les pages de mémoire modifiées depuis le début du transfert. Ce processus se répète en plusieurs fois jusqu'à ce que les serveurs atteignent un point critique auquel leur état de mémoire est identique. À ce stade, le traitement et les entrées-sorties sont suspendus sur la machine virtuelle source et le contrôle des ressources de stockage est transféré à la machine virtuelle de destination. La machine virtuelle de destination dispose à présent d'un contenu de mémoire, d'état de processeur et des ressources de stockage à jour et peut reprendre les fonctionnalités de la machine virtuelle. Une fois la machine virtuelle de destination opérationnelle, Hyper-V informe le commutateur réseau de la modification, enregistre l'adresse MAC de la machine virtuelle de destination et l'associe à son adresse IP, de sorte que le trafic réseau soit redirigé vers la nouvelle machine virtuelle sur l'hôte Hyper-V de destination. Malgré toute cette activité, le basculement est invisible, à la fois pour les clients et pour le logiciel exécuté sur la machine virtuelle. De nombreux facteurs peuvent influencer sur la vitesse d'une live migration, notamment la quantité de mémoire à transférer, la bande passante disponible sur le réseau et la charge de travail sur les serveurs source et de destination. Cependant, tout retard perceptible est généralement causé par le temps nécessaire au réseau pour propager le changement de destination. On va parler maintenant de la live migration dans un cluster. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Failover Clusters dans Windows Server 2016 pour créer un cluster Hyper-V, vous utilisez la console gestionnaire Failover Cluster pour lancer l'assistant nouvelle machine virtuelle. L'assistant lui-même est identique à celui auquel vous pouvez accéder via le gestionnaire Hyper-V, mais après la création de la machine virtuelle, le gestionnaire Failover Cluster lance l'assistant de haute disponibilité qui configure la machine virtuelle de manière à prendre en charge la fonctionnalité Live Migration. Dans Windows Server 2016, il est possible d'effectuer Live Migration entre des serveurs Hyper-V non mis en cluster, même s'ils doivent appartenir au même domaine ou à des domaines approuvés. Avant de pouvoir le faire, vous devez toutefois configurer les paramètres de Live Migration, à la fois sur le serveur source et le serveur de destination. Pour implémenter la fonctionnalité Live Migration, on va avoir besoin de 3 machines virtuelles, une machine virtuelle qui va jouer le rôle de contrôleur de domaine et 2 machines virtuelles qui vont jouer le rôle de hôte Hyper-V.
Donc je vais ajouter le rôle Hyper-V sur deux machines virtuelles. Ensuite, je vais créer une machine virtuelle sur l'une des machines virtuelles. Donc on va activer le Nested Virtualisation pour permettre d'ajouter le rôle Hyper-V sur une machine virtuelle et créer d'autres machines virtuelles sur la machine virtuelle. Bien sûr, c'est seulement pour notre TP. Dans la réalité, les hôtes Hyper-V doivent être des machines physiques, puisque j'ai un seul ordinateur physique qui joue le rôle de hôte Hyper-V. Donc, je vais activer la fonctionnalité de Nested Virtualisation sur deux machines virtuelles pour ainsi pouvoir implémenter Live Migration et migrer une machine virtuelle depuis un hôte Hyper-V qui est réellement une machine virtuelle vers un autre hôte Hyper-V qui est en réalité une autre machine virtuelle. Je vous ai préparé un script PowerShell qui contient toutes les commandes pour notre TP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer la première machine virtuelle sur laquelle je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service. Ensuite, je vais démarrer les deux machines virtuelles sur lesquelles je vais ajouter le rôle Hyper-V, mais au préalable, je vais les ajouter dans le domaine Active Directory. Ensuite, je vais ajouter le rôle Hyper-V. Ensuite, je vais créer une machine virtuelle sur l'une des deux machines virtuelles. Je vais installer un système d'exploitation, par exemple Windows Server 2016 Standard Edition avec l'option d'installation Core pour ne pas utiliser beaucoup de ressources système, surtout question de RAM. Ensuite, je vais activer la fonctionnalité Live Migration sur les deux hôtes Hyper-V, donc sur les deux machines virtuelles. Ensuite, je vais lancer la migration et on va vérifier le transfert de la machine virtuelle d'un hôte Hyper-V vers un autre et surtout vérifier la disponibilité de la machine virtuelle, donc la non-interruption du service offert par la machine virtuelle qui va être migrée d'un hôte Hyper-V vers un autre. Capable, il y aura quelques secondes, presque 2 secondes d'interruption. Ensuite, le service va être disponible de nouveau. Quand est-ce qu'on va utiliser Live Migration? Lorsque, par exemple, on va effectuer des tâches de maintenance sur l'un des hôtes Hyper-V qui héberge la machine virtuelle qui offre des services aux clients. Donc, dans ce cas, on va migrer cette machine virtuelle vers un autre hôte Hyper-V sans interrompre bien sûr le service offert par cette machine virtuelle et ensuite on pourra éteindre le premier hôte Hyper-V, le serveur hôte Hyper-V et effectuer des tâches de maintenance ou par exemple pour éviter l'interruption du service offert par la machine virtuelle ou les machines virtuelles hébergées sur le hôte Hyper-V en cas de désastre, par exemple un ouragan. Donc on va migrer toutes les machines virtuelles se trouvant sur le hôte Hyper-V qui se trouve dans la zone de la catastrophe naturelle, par exemple un ouragan. Donc on va planifier le transfert, la migration de ces machines virtuelles vers un hôte Hyper-V qui se trouve sur un autre site physiquement loin de la zone dans laquelle l'ouragan va passer, sans interrompre bien sûr les services offerts par les machines virtuelles. Donc on va commencer avec la première machine virtuelle sur laquelle je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service, mais au préalable, je dois restaurer les machines virtuelles vers un checkpoint qui contient une configuration initiale. Donc je vais cliquer sur la commande get_vm pour afficher toutes les machines virtuelles disponibles. Donc voilà, donc je vais utiliser ces 3 machines virtuelles. Voilà, DC01, SRV01, SRV02. Donc je vais restaurer les 3 machines virtuelles. Donc je vais commencer avec DC01, voilà. Donc je vais sélectionner cette commande restore. Donc restore VM snapshot. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais configurer une quantité de RAM pour cette machine virtuelle de 2 GB. Je vais faire la même chose avec la machine virtuelle SRV01, je vais la restaurer. Très bien. Et configurer une quantité de RAM de 3 GB. Pourquoi 3 GB? Pour pouvoir créer une machine virtuelle dans cette machine virtuelle et pouvoir la démarrer et installer le système d'exploitation. Donc 3 GB vont être partagés entre cette machine virtuelle SRV01 et la machine virtuelle qui va être créée dedans. Bien sûr, je vais créer une machine virtuelle sur laquelle je vais installer le Windows Server 2016 Standard Edition avec l'option d'installation Core pour ne pas gaspiller beaucoup de RAM. Donc je vais lui assigner pour une première installation 1 GB, ensuite je vais lui assigner 512 MB. Ensuite je vais activer Nested Virtualisation sur cette machine virtuelle. Donc
je vais lancer la commande set via processeur sur la machine virtuelle SRV01 et le paramètre pour activer Nested Virtualisation, c'est Expose Virtualization Extension. True, bien sûr, true, donc pour pouvoir ajouter le rôle Hyper-V. Très bien. Ensuite, je vais lancer cette commande pour activer le MAC Address Spoofing. Cette commande me permet d'accéder à la machine virtuelle qui va être hébergée dans la machine virtuelle SRV01. Très bien. Maintenant, toutes les machines virtuelles qui vont être créées dans cette machine virtuelle vont être accessibles, à condition de les connecter sur un switch virtuel de type externe. Alors, je vais faire la même chose avec la troisième machine virtuelle plutôt, donc SRV02. Je vais la restaurer vers un état initial. Très bien. Je vais lui assigner une quantité de RAM de 2 GB. Je vais activer Nested Virtualisation pour pouvoir ajouter le rôle Hyper-V et je vais activer le MAC Address Spoofing pour accéder aux machines virtuelles qui vont être créées dedans. Très bien. Pour l'instant, je vais démarrer deux machines virtuelles. DC01 pour installer le rôle Active Directory Domain Service et deuxième machine virtuelle SRV01 pour ajouter le rôle, pour l'intégrer au domaine, pour ajouter le rôle Hyper-V, pour créer la machine virtuelle et installer le système d'exploitation sur cette machine virtuelle virtualisée. Donc ensuite activer Live Migration. Pourquoi je vais démarrer seulement deux machines virtuelles? Pour avoir une quantité de RAM suffisante. À la fin, donc, je vais réduire la quantité de la RAM de la machine virtuelle SRV01. Je vais réduire la quantité de RAM sur la Nested Virtual Machine pour ensuite pouvoir démarrer la troisième machine virtuelle SRV02, activer la Live Migration, ajouter le rôle Hyper-V, activer la fonctionnalité Live Migration et migrer la machine virtuelle. Donc, je vais démarrer DC01, voilà, Start VM DC01. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier texte qui va contenir le mot de passe crypté du compte administrateur de la machine virtuelle DC01. Donc je vais créer la variable du mot de passe. Ensuite, je vais créer la variable qui va contenir le nom d'utilisateur. Ensuite, je vais créer une variable qui contient le nom d'utilisateur et le mot de passe de la machine virtuelle DC01. Ensuite, je vais ouvrir une session sur la machine virtuelle DC01. Pourquoi j'ai créé ces variables et j'ai créé ce fichier texte qui contient le mot de passe crypté? Tout simplement pour directement accéder à la machine virtuelle sans retaper les identifiants. Voilà, donc j'ai créé la variable du mot de passe, j'ai créé la variable de nom d'utilisateur. Voilà, j'ai créé la variable qui contient les deux informations, les identifiants. Et maintenant, je vais accéder à la machine virtuelle. Donc, inter-pièce session. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant activer la règle du parfait pour pouvoir pinguer cette machine virtuelle. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service sur la machine virtuelle DC01. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle forêt qui contient le premier domaine racine. Le nom du domaine, c'est tsit.lan. Bien sûr, le mode du domaine, c'est serveur 2016. Le mode de la forêt, c'est serveur 2016. Avec le mot de passe de restauration Active Directory. Avec le chemin de la base de données. Voilà, le chemin de la base de données, le chemin de fichier log et le chemin du dossier sysvol pour la réplication des différentes partitions du domaine vers les autres contrôleurs de domaine, en cas où j'ai plusieurs contrôleurs de domaine. Le nom de NetBIOS c'est TSIT et bien sûr je vais ajouter le rôle DNS et à la fin, bien sûr, sans confirmer la création de cette nouvelle forêt. Donc je vais lancer cette commande. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer la machine virtuelle, la deuxième machine virtuelle SRV01 et commencer à la configurer. Start VM SRV01. Très bien. Et bien sûr, je vais faire la même chose. Je vais créer le fichier texte qui contient le mot de passe crypté de la machine virtuelle et les identifiants. Ensuite, accéder à la puce.
ensuite accéder à la session PowerShell direct. Donc, je vais créer le fichier texte. Je vais créer la variable du mot de passe. Je vais créer la variable du nom d'utilisateur. Voilà. Les identifiants et accéder à la machine virtuelle. Maintenant, on va activer la règle du pare-feu afin de pinguer ce serveur. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer notre fichier texte qui contient le mot de passe crypté, mais cette fois-ci, du contrôleur de domaine. Ce fichier texte va être créé dans la machine virtuelle SRV01 et non pas sur le hôte Hyper-V physique. Pourquoi je vais créer ce fichier texte et les variables des identifiants du contrôleur de domaine? C'est pour ajouter le serveur SRV01 dans le domaine Active Directory. Et je vais créer donc toutes les variables. Voilà. Je peux sélectionner toutes les commandes et les exécuter une seule fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le serveur SRV01 dans le domaine TSIT avec les identifiants du contrôleur de domaine. Ensuite, je lui ai demandé de redémarrer, bien sûr, forcer l'exécution de cette commande. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que le serveur redémarre. Donc je vais accéder une nouvelle fois au serveur SRV01. Donc je vais lancer cette commande directement. Très bien, j'ai ouvert une session PowerShell Direct sur le serveur. Vous remarquez que maintenant, désormais, je ne suis pas obligé de retaper à chaque fois les identifiants pour ouvrir cette session. Donc grâce aux variables que j'ai créées au début. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer le TP. Donc je vais ajouter le rôle Hyper-V sur ce serveur SRV01. Donc install Windows Features, name Hyper-V, et je vais ajouter toutes les fonctionnalités qui dépendent du rôle Hyper-V et le Management Tools. Je vais redémarrer ce serveur pour pouvoir terminer l'installation du rôle Hyper-V. Voilà, donc je lance cette commande et bien sûr, pourquoi il a pu installer le rôle Hyper-V? Tout simplement parce que j'ai activé le Nested Virtualisation sur cette machine virtuelle SRV01. Très bien, maintenant le serveur va redémarrer, donc je vais attendre que le serveur redémarre pour ensuite ouvrir une nouvelle fois une session PowerShell Direct et continuer le TP. Très bien, maintenant après que le serveur a redémarré, et après que le serveur a été ajouté au domaine Active Directory, donc je vais modifier les identifiants pour ouvrir la session PowerShell sur le serveur SRV01. Pourquoi? Parce qu'au début, dans le nom d'utilisateur, j'utilisais l'ordinateur local SRV01. Désormais, je vais ouvrir une session administrateur sur le domaine tsit.lan. Très bien. Je vais modifier la variable qui contient les identifiants et je vais ouvrir la session PowerShell Direct sur le serveur SRV01 avec une session de domaine. Très bien, donc là il a ouvert la session. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc c'est bon, j'ai installé le rôle Hyper-V, voilà. Donc maintenant je vais lancer cette commande pour créer un switch virtuel. Donc le switch virtuel, ça va être, je vais lui donner le nom de vSwitch et je vais créer un switch de type external. Donc pour le type external, donc il faut taper les paramètres net adapter name. Donc vous allez donner un nom à l'adaptateur et le paramètre allow management OS true. Donc c'est pas la même chose pour les autres types de switch virtuel. Donc le cas du switch virtuel de type private ou internal, c'est simple, donc la commande ne contient pas ces deux paramètres. Il suffit de taper switch type et mentionner le type de switch internal ou private.
Très bien, donc là, vous remarquez que le type switch type, c'est external. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Très bien. Donc la machine virtuelle va porter le nom de VM01 avec une mémoire de 1 GB. Elle va être connectée au switch que je viens de créer, vSwitch. Le chemin du disque dur virtuel, donc c'est CVM01, VM01.VHDX, donc type VHDX. Le new VHD size donc la taille de disque dur virtuel, c'est 20 GB parce que je vais installer l'option Core. Et le chemin de la machine virtuelle, c'est le volume C. La machine virtuelle va être de génération 2. C'est pour cette raison que j'ai mentionné VHDX, l'extension de disque dur virtuel VHDX. Bien sûr, n'oubliez pas que cette machine virtuelle va être créée dans la machine virtuelle SRV01 et non pas sur le hot Hyper-V physique. Voilà. Donc, je vais lancer cette commande. Très bien, donc il a créé la machine virtuelle. Donc je vais utiliser 1 GB. Je vais utiliser 1 GB pour un début, seulement pour démarrer la machine virtuelle et pour installer le système d'exploitation. Ensuite, je vais diminuer cette machine, la quantité de la RAM vers, bien sûr, 512 MB pour que la RAM soit disponible aux autres machines virtuelles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai créé la machine virtuelle. Maintenant, je vais créer un dossier qui porte le nom de partage SRV01. Ce dossier va être partagé pour un accès contrôle total au groupe tout le monde pour transférer l'image ISO du système d'exploitation afin d'installer le système d'exploitation sur la machine virtuelle VM01. Donc je vais copier cette image ISO depuis le hot Hyper-V physique vers la machine virtuelle SRV01. Donc je vais créer ce dossier, voilà. Maintenant je vais le partager. Donc New SMB Char. Donc Full Access Everyone, donc tout le monde a un accès en lecture et écriture, contrôle total. Le chemin du partage, c'est le dossier que j'ai créé, donc c'est partage SRV01. Le nom du partage, c'est partage SRV01. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de la session PowerShell direct de la machine virtuelle SRV01. Voilà, exit. Pourquoi sortir? Donc pour copier, donc pour lancer la prochaine commande, pour copier le fichier serveur 2016.iso qui se trouve dans le volume local K. Ce volume, c'est le volume de la machine physique. Donc, le fichier serveur 2016.iso va être envoyé, donc transféré, destination vers le serveur SRV01, donc qui porte l'adresse IP 192.168.1.201. Donc je vais transférer le fichier ISO vers le dossier que je viens de partager, partage SRV01. Et bien sûr, je vais attendre le transfert du fichier. Donc le fichier pèse presque 4 GB, donc ça va prendre un certain temps. Très bien, maintenant, dès que l'invité de commande PowerShell s'affiche, ça veut dire que le transfert a été effectué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une session PowerShell direct sur la machine virtuelle SRV01 pour terminer la configuration. Très bien, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un lecteur DVD pour la machine virtuelle VM01 et je vais insérer l'image ISO au DVD de la machine virtuelle VM01 afin de lancer l'installation. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable DVD drive qui va contenir le lecteur DVD de la machine virtuelle VM01. Pourquoi? Pour lancer la prochaine commande qui me permet de modifier l'ordre de démarrage de l'ordinateur. Donc, afin d'installer Windows, la machine virtuelle doit démarrer à partir de lecteur DVD. Donc, je vais lancer cette commande, cette VM firmware. Donc, je vais modifier le firmware de la machine virtuelle VM01 pour configurer le lecteur DVD en tant que premier périphérique de démarrage pour pouvoir installer le système d'exploitation. Donc le paramètre First Boot Device, c'est la variable DVD Drive qui contient le lecteur DVD de notre machine virtuelle VM01. Donc je vais lancer cette commande. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer la machine virtuelle VM01 qui se trouve sur la machine virtuelle SRV01. Très bien.
Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir VM Connect. De la machine virtuelle SRV01 pour pouvoir installer le système d'exploitation sur la machine virtuelle VM01. Donc, je vais ouvrir Hyper-V Manager de cette machine virtuelle SRV01. Je clique sur le serveur. Donc là, voici notre machine virtuelle VM01 qu'on a créée. Donc je vais lancer VM Connect. Voilà, donc je vais installer le système d'exploitation. Bien sûr, là, je sélectionne Windows Server 2016 Standard Edition avec, bien sûr, l'option d'installation Core. Suivant. Je coche la case Accept. Suivant. Personnalisé. Donc, je sélectionne le volume, le disque dur. Tout l'espace, je vais le consacrer au système d'exploitation. Donc, je clique directement sur Next. Il va formater, il va créer des partitions, les volumes, il va copier les fichiers du système d'exploitation, il va installer le système d'exploitation. Donc on va attendre que le système s'installe sur cette machine virtuelle VM01. Après l'installation du système d'exploitation, je vais exécuter les tâches de post-installation sur cette nouvelle installation de Windows Core. Donc je vais tout simplement, normalement, je dois configurer le nom, ajouter au domaine Active Directory, configurer l'adresse IP, l'adresse IP du serveur DNS, activer cette copie de Windows, installer les mises à jour, mais pour simplifier les choses, seulement pour tester la fonctionnalité de la migration, donc je vais seulement configurer l'adresse IP. Pourquoi je vais configurer l'adresse IP? Tout simplement pour tester la migration de cette machine virtuelle d'un hôte Hyper-V vers un autre. Donc je vais configurer le mot de passe. Je vais lancer PowerShell. Et je vais configurer l'adresse IP pour cette machine virtuelle virtualisée, VM01. Get net adapter pour afficher l'interface index. J'aurai besoin de l'interface index pour configurer l'adresse IP. Donc l'interface index c'est 3. Voilà. Donc je vais configurer l'adresse IP new net IP adresse. Donc IP adresse, par exemple, je vais lui donner l'adresse IP 192.168.1.210 par exemple. Le préfixe, donc le masque de sous-réseau 24 et l'interface index c'est 3. Très bien, donc désormais la machine virtuelle est configurée avec une adresse IP statique. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais fermer la console VM Connect de la machine virtuelle SRV01 et je vais revenir vers le script pour continuer la configuration. Donc c'est bon. Très bien, donc j'ai créé la machine virtuelle et j'ai installé le système d'exploitation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pinguer cette machine virtuelle. Donc voilà, voilà. Donc je vais pinguer la machine virtuelle VM01 à partir du hôte Hyper-V physique. Ping 192.168.1.210 avec le paramètre T pour envoyer des commandes ping en continu jusqu'à ce que j'interrompe la communication manuellement.
Alors, apparemment, la machine virtuelle ne répond pas, donc je vais configurer le pare-feu pour autoriser les commandes ping vers cette machine virtuelle VM01. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier script. Donc, je vais créer un script sur la machine virtuelle SRV01 qui héberge la machine virtuelle VM01. Donc, ce script porte le nom de VM01-8 ping.ps1. Il va être créé sur le volume C. Ce script va contenir la commande PowerShell pour configurer le pare-feu et autoriser les commandes ping. Donc je vais lancer cette commande. Voilà. Et là, il me demande, voilà, et là, je vais taper la commande PowerShell qui va configurer le pare-feu. Donc set net firewall rule espace display group espace le nom de la règle à configurer, donc file and printer sharing enabled true. Très bien, donc le script va contenir cette commande PowerShell. Donc il va contenir cette commande PowerShell. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la commande invoke command pour exécuter le script que je viens de créer, qui contient la commande PowerShell pour configurer le pare-feu afin d'autoriser les commandes ping. Donc je vais exécuter ce script sur la machine virtuelle VM01 et bien sûr je vais taper les identifiants de la machine virtuelle VM01. Voilà. Je vais taper les identifiants de la machine virtuelle VM01. Normalement, après l'exécution du script, normalement, la machine virtuelle va répondre. Donc pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Donc j'attends la configuration du pare-feu. Et normalement, voilà. Donc voilà, très bien. Maintenant, la machine virtuelle répond. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces deux commandes? Pourquoi j'ai créé le script sur la machine virtuelle SRV01 et pourquoi j'ai exécuté le script sur la machine virtuelle VM01? Tout simplement parce qu'à partir de la console PowerShell direct de la machine virtuelle sur la machine virtuelle SRV01, je ne peux pas ouvrir une deuxième session PowerShell direct sur la machine virtuelle VM01. Voilà, donc comme ça je peux configurer la machine virtuelle SRV01 et la machine virtuelle VM01 qui se trouve dedans. Très bien, donc pour l'instant elle répond. Donc je vais laisser cette commande ping pour l'instant. Je continue la configuration, très bien. Alors maintenant on va commencer la configuration de la fonctionnalité live migration sur le serveur 01. N'oubliez pas, pour activer le live migration, il faut configurer les deux serveurs, le serveur Hyper-V source et le serveur Hyper-V destination. Dans notre cas, le serveur Hyper-V source c'est SRV1 et le serveur Hyper-V destination c'est SRV02. Donc, je vais commencer avec le serveur Hyper-V SRV01. Donc, je vais activer la fonctionnalité Live Migration. Donc, je vais taper la commande, je vais exécuter la commande Enable VM Migration. Très bien. Ensuite, je vais configurer le hôte Hyper-V afin d'utiliser toutes les cartes réseau pour la fonctionnalité Live Migration, pour migrer les machines virtuelles. Donc, set VM host paramètre use any network for migration true. Donc, de préférence dans un réseau de production, le hôte Hyper-V doit être configuré avec deux cartes réseau. Une carte réseau pour le réseau de production, ça veut dire pour répondre aux clients, et la deuxième carte réseau pour la fonctionnalité Live Migration, donc pour migrer les machines virtuelles. Ensuite, je vais lancer la commande set VM host pour configurer l'authentification des deux serveurs. Donc, ce serveur source va s'authentifier vers le serveur destination grâce au protocole Kerberos. On peut utiliser un autre protocole CRED SSP. Ensuite, je vais sélectionner le protocole
à utiliser pour transférer la machine virtuelle. Donc je vais utiliser le protocole SMB. Je peux utiliser le protocole TCP/IP. Donc je lance cette commande. Très bien. Voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré la fonctionnalité Live Migration. Donc j'ai activé la fonctionnalité Live Migration. J'ai configuré le hot Hyper-V pour utiliser toutes les cartes réseau pour la fonctionnalité Live Migration. J'ai configuré le protocole d'authentification et j'ai configuré le protocole à utiliser pour transférer la machine virtuelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de cette session PowerShell Direct de la machine virtuelle SRV01. Ensuite, je vais configurer le serveur SRV02 pour l'intégrer au domaine Active Directory, ajouter le rôle Hyper-V, activer et configurer la fonctionnalité Live Migration. Ensuite, je vais tester la migration. Donc. Mais pour démarrer la troisième machine virtuelle SRV02, je dois diminuer la quantité de la RAM de la machine virtuelle VM01 et de la machine virtuelle SRV01. Bon, maintenant je vais diminuer la quantité de RAM de la machine virtuelle VM01. Voilà, donc je vais lancer cette commande, set VM memory, VM name VM01, startup byte, donc c'est 712 MB. Très bien. Maintenant je vais sortir. Je vais revenir à la session PowerShell de l'ordinateur physique. Ensuite, je vais arrêter la machine virtuelle SRV01 afin de diminuer la quantité de la RAM. Très bien, maintenant je vais diminuer la quantité de la RAM de la machine virtuelle SRV01. Donc au début, la RAM était de 3 GB. Maintenant, je vais la diminuer vers 2,5 GB. Donc je vais enlever 512 MB. Très bien. Maintenant, je vais démarrer la machine virtuelle SRV02. Donc, start VM SRV02 et commencer à le configurer. Alors, toujours, je vais créer le fichier texte qui contient le mot de passe crypté. Très bien. Je vais créer la variable des mots de passe. Je vais créer la variable de l'utilisateur. Je vais créer la variable des identifiants et je vais accéder à la machine virtuelle SRV02. Donc je vais configurer la machine virtuelle SRV02. Ensuite, je vais démarrer la machine virtuelle SRV01 et je vais tester la migration. Maintenant, j'ai accédé à la machine virtuelle SRV02. Je vais configurer le pare-feu pour accepter les commandes ping. Toujours. Très bien. Alors, je vais créer la variable et le fichier texte qui contient le mot de passe du contrôleur de domaine afin de l'intégrer. Donc voilà. Voilà. Très bien. Donc j'attends que la machine virtuelle redémarre. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième fois la session PowerShell Direct sur cette machine virtuelle et installer Hyper-V et continuer la configuration. Très bien, donc je vais modifier les variables. Voilà. Cette fois-ci, je vais ouvrir une session domaine. Voilà. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer la configuration. Donc, je vais ajouter le rôle Hyper-V. SRV02 contient 2 GB de RAM et la machine virtuelle VM01 contient 512 MB de RAM. Donc c'est suffisant pour exécuter la machine virtuelle VM01. Très bien, donc là il a ajouté le rôle Hyper-V, donc normalement la machine virtuelle va redémarrer. Donc je vais attendre, très bien, donc là elle a redémarré. Je vais attendre que la machine virtuelle redémarre. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc je vais créer l'environnement matériel pour accepter la nouvelle machine virtuelle VM01 lorsqu'elle va être migrée.
Je vous ai donc dit que la RAM elle est suffisante, très bien. Donc il nous reste quoi? Il nous reste à créer un switch virtuel vSwitch. Voilà, parce que la machine virtuelle VM01 elle est configurée avec un switch virtuel vSwitch. Donc et de type externe. Donc je vais créer le switch vSwitch de type externe sur la machine, donc sur SRV02. De cette façon, la machine donc VM01 pourra migrer, il pourra fonctionner comme si elle est toujours hébergée sur le serveur SRV01. Donc je vais ouvrir une session PowerShell. Très bien. Alors je vais créer le switch virtuel. Très bien. Voilà, donc de type externe. Et avec le nom vSwitch, le même switch virtuel sur lequel la machine virtuelle elle est connectée sur le premier hôte Hyper-V. Donc sur les deux hôtes Hyper-V, on doit avoir la même configuration matérielle afin que la machine virtuelle puisse fonctionner normalement. Donc la machine virtuelle VM01, lorsqu'elle va être migrée, elle va trouver le même environnement sur lequel elle fonctionnait sur le premier hôte Hyper-V. Donc de cette façon, il n'y aura aucun problème de compatibilité. Donc maintenant, je vais activer la fonctionnalité Live Migration sur le deuxième hôte Hyper-V SRV02. Très bien. Donc je vais lancer les autres commandes pour activer la fonctionnalité Live Migration sur tous les cartes réseau, le protocole d'authentification et le protocole de transfert de la machine virtuelle. Donc ils doivent être les mêmes sur les deux hôtes Hyper-V. Très bien. J'ai configuré les deux hôtes Hyper-V. Maintenant, je vais sortir. Exit. Donc maintenant, je vais démarrer la machine virtuelle SRV01. Très bien. Donc je vais attendre que la machine virtuelle démarre pour ouvrir une session PowerShell. Voilà. Alors, je vais voir est-ce que la machine virtuelle VM01 est en cours d'exécution. Save. Donc je vais démarrer cette machine virtuelle. Start VM. Voilà. Donc je vais lancer cette commande. Start VM01. Très bien. Alors, maintenant, il y a une réponse de la machine virtuelle VM01. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lancer la migration. Alors, je vais mettre cette fenêtre par ici. Et on va vérifier est-ce que les commandes ping vont s'interrompre pendant la migration. Donc, pendant le transfert de cette machine virtuelle vers le deuxième hôte Hyper-V. Donc, pour lancer la commande, donc, rapidement, je vais mettre plein écran pour comprendre les paramètres de cette commande. Donc pour migrer la machine virtuelle, je vais utiliser la commande PowerShell move VM. Donc move VM, donc name VM01, donc destination host c'est le serveur SRV02, include storage, donc il va inclure le disque dur virtuel et il va transférer, il va migrer cette machine virtuelle sur le volume C, le dossier VM01 du deuxième hôte Hyper-V SRV02. Voilà. Donc je vais lancer cette commande. Très bien, on va attendre la migration, très bien, la migration de la machine virtuelle. Et à chaque fois, on va vérifier là, donc est-ce que les commandes ping vont s'interrompre. Bien sûr, pendant le transfert, normalement, la machine virtuelle, elle va toujours être disponible. Donc, mais à la fin de la migration, il y aura une interruption de 1 seconde ou 2 secondes. Ensuite, elle va être disponible de nouveau. Donc, pour vérifier vraiment la disponibilité de la machine virtuelle pendant la migration, on peut par exemple accéder à un site web, transférer des fichiers, etc. Comme on peut utiliser tout simplement la commande ping pour vérifier la disponibilité de la machine virtuelle.
Dans la pratique, bien sûr, la machine virtuelle, normalement, elle offre un service FTP, Web, DNS, Active Directory, DHCP, etc. Très bien. Normalement, voilà, la migration a terminé. Voilà, donc il y a un certain temps d'interruption. Donc, très bien. Donc, presque 3 secondes, 4 secondes. Ensuite, la machine virtuelle a répondu de nouveau. Donc, le temps de propager les changements sur le réseau, la machine virtuelle elle est disponible. Désormais, je peux bien sûr arrêter le serveur, premier serveur hôte SRV01. Donc, je vais sortir de cette session. Voilà, exit. Et je vais arrêter le serveur SRV01. Voilà, je vais lancer cette commande stop VM SRV01. Voilà. Donc, le serveur va s'arrêter. Il ne faut pas oublier que la machine virtuelle au début, elle était hébergée sur le serveur SRV01. Voilà, maintenant, donc si je lance la commande getVM, voilà, donc SRV01 est dans l'état off. Donc elle s'est arrêtée, la machine virtuelle. Il nous reste bien sûr le contrôleur de domaine et le serveur SRV02 en cours d'exécution. Et toujours, la machine virtuelle, elle répond toujours. Pourquoi? Parce que désormais, la machine virtuelle VM01 se trouve sur le hôte Hyper-V SRV02 et non pas SRV01. Donc elle a été transférée. Donc c'est ça, live migration. Pour vérifier le transfert, donc déjà il y a le ping. La machine virtuelle elle répond toujours. Je vais accéder à je vais ouvrir une session PowerShell sur le deuxième hôte Hyper-V SRV02. Voilà. Très bien, et je vais lancer la commande getVM. Voilà, vous remarquez que désormais la machine virtuelle se trouve sur le hôte Hyper-V SRV02 et elle est en cours d'exécution running. Je vais lancer le premier serveur, donc SRV01. Je vais démarrer la machine virtuelle. Ah, je dois sortir de cette session PowerShell et je vais lancer la machine virtuelle SRV01. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une session PowerShell sur le serveur SRV02. Voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais migrer cette fois du hôte Hyper-V SRV02 vers le hôte Hyper-V SRV01. Dans la réalité, par exemple, le premier hôte Hyper-V SRV01 a besoin d'être réparé ou d'être mis à jour
Par exemple, je vais effectuer des tâches de maintenance sur le hôte Hyper-V SRV 01, ajouter la RAM, ajouter bon, normalement la RAM et le disque dur, je peux les insérer à chaud, mais il y a des serveurs qui n'acceptent pas cette fonctionnalité. Donc, par exemple, je dois l'arrêter pour effectuer des tâches de maintenance. Dans ce cas, donc, je vais migrer la machine virtuelle VM01 ou toutes les machines virtuelles qui se trouvent dedans vers un autre hôte Hyper-V, le temps de faire les tâches, d'effectuer les tâches de maintenance. Ensuite, je vais transférer les machines virtuelles du deuxième hôte Hyper-V vers le premier hôte Hyper-V qui les a hébergés au début. Voilà, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, bien sûr, par exemple, une catastrophe naturelle, donc un ouragan, donc, qui va passer par une zone. Et cette zone, on a un serveur, un hôte Hyper-V qui héberge des machines virtuelles, qui offre des services aux clients. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais migrer les machines virtuelles du hôte Hyper-V SRV1 vers le deuxième hôte Hyper-V SRV2, le temps que l'ouragan passe par la zone. Ensuite, dès que l'ouragan passe, donc je vais migrer une deuxième fois les machines du hôte Hyper-V SRV02 vers le hôte Hyper-V source d'origine, ça veut dire SRV01. Alors, maintenant je vais lancer cette commande, donc move VM name VM01, donc migrer la machine virtuelle VM01. Cette fois-ci, destination host, c'est le serveur SRV01 et non pas SRV02, avec bien sûr les autres paramètres inclus de storage et destination storage path, donc le schéma CC VM01. Donc je vais lancer cette commande. Donc, capable, il y aura voilà, quelques secondes d'indisponibilité. Ensuite, voilà, le serveur, la machine virtuelle va répondre une nouvelle fois donc, au requête ping. Voilà, donc c'était la fonctionnalité live immigration. N'oubliez pas que dans ce TP, on a configuré la fonctionnalité live immigration dans un domaine. Mais l'espace de stockage n'est pas partagé entre les hôtes Hyper-V. Donc, ça veut dire que
Le disque dur de la machine virtuelle se trouve sur le hôte Hyper-V et non pas sur un espace de stockage qui est partagé par tous les hôtes Hyper-V. Dans les prochains TP, donc, on va configurer la fonctionnalité Live Migration avec un espace de stockage unifié, partagé entre tous les hôtes Hyper-V. De cette façon, donc, lors du transfert de la machine virtuelle, donc le disque dur virtuel ne va pas être transféré, seulement la machine virtuelle qui va être transférée. Ça veut dire la configuration de la machine virtuelle qui va être transférée d'un hôte Hyper-V vers un autre hôte Hyper-V.